Bonjour, nous sommes le samedi 7 décembre et je vais faire aujourd'hui quelque chose que je vous avais dit que je ferai un jour. Ça s'appellera Donald Trump, mes sources. Alors voilà, où est-ce que je trouve l'information qui me permet d'en être au quatrième volume, quatrième tome des aventures de Monsieur Trump. Je vous rappelle que le premier volume a paru aux éditions du Croquant officiellement le 14 novembre. Il y aura bientôt un mois et il est disponible. Il parle de la période qui va de la candidature de Monsieur Trump à la primaire du Parti républicain jusqu'au milieu de l'année 2018. Voilà, il couvre pas mal une période assez longue. Et j'ai appelé le volume, l'ensemble s'appellera La chute de la météorite Trump. Et ce premier volume s'appelle Un objet populiste mal identifié. Mais je vous avais donc dit qu'un jour je vous parlerai de mes sources. Alors c'est quoi mes sources? C'est essentiellement des articles de journaux. Je suis abonné en particulier au Washington Post et au New York Times. Je trouve des choses aussi dans le Wall Street Journal auquel je suis abonné également. Et là, ça fait combien? Ça fait probablement 22 ans que je suis abonné au Wall Street Journal où on trouve pas mal de choses et où curieusement, dans cette publication qui est maintenant une publication de M. Robert Murdoch, on trouve pas mal de choses qui auront joué un rôle essentiel dans la chute de monsieur Trump. Alors, bien entendu, le Wall Street Journal, c'est très proche des milieux de la finance, même si les journalistes sont en général d'excellents journalistes qui ont une indépendance par rapport à la direction du journal, et surtout du editorial board, voilà, le comité de rédaction, qui lui il est d'une extrême droite de type, je dirais, en col blanc, ultra-libéral, très très marquée, très conservatrice, mais dans un sens frileux. Un républicanisme qui n'est pas qui n'est pas le proto-fascisme de monsieur Trump. Qu'est-ce que je regarde encore? Je regarde pas mal de télé, je regarde MSNBC, je regarde CNN, je regarde C-SPAN, je regarde aussi PBS, Public Broadcasting Services, je crois, je ne sais pas pour ce qu'est le S, un truc que bon, j'écoutais plusieurs heures par jour quand j'étais aux États-Unis, parce que j'avais aux États-Unis, on habite souvent très loin de l'endroit où on va travailler. Donc j'avais pas mal de temps en remontant Malibu Canyon d'écouter PBS. Donc pas mal d'informations, mais voilà, et c'est surtout de ça que je vais parler aujourd'hui. Des livres. Alors je vais vous parler des livres que je lis, que j'ai lus, que je suis en train de lire, et ainsi de suite. Et vous allez voir, je regarde autour de moi, il y en a déjà pas mal. Voilà, je vais aller très vite, hein, je dis juste un truc sur chaque bouquin et sinon, j'en sortirai pas, et vous non plus. Je fais dans un ordre qui est un ordre un petit peu thématique, mais voilà. Alors ça, c'est un livre, c'est pas récent, voilà, c'est pas récent, c'est pas tout récent. Trump Revealed. Ce sont des articles, et c'est un recueil d'articles essentiellement qui ont paru dans différents journaux sur la jeunesse et l'adolescence de Monsieur Trump. Donc c'est un recueil, ça a été un peu mis en ordre, mais quand je vous parle de son père, de son grand-père, de ses affaires tout au début, ça vient souvent de ce livre-là, plus des choses voilà, qui sont apparues après que ce livre a été publié. Donc, by Michael Kranish and Mark Fisher. Michael Kranish, excellent livre, hein, il y a beaucoup là-dedans, surtout sur la période pré-Trump président, voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Parce que je suis dans des choses historiques. Ça, c'est un livre encore plus ancien, par un excellent commentateur, monsieur, comment s'appelle-t-il? Garrett McGrath, il écrit dans Wired, la revue Wired, il écrit des choses contemporaines sur monsieur Trump. Mais ça, c'est un livre aussi, c'est plus ancien, c'est 2011, c'est même avant l'aventure Trump. Et c'est essentiellement l'histoire de monsieur Mueller. Voilà, c'est l'époque où monsieur Mueller monsieur Robert Mueller est à la tête du FBI. Ça donne beaucoup d'informations sur qui était Mueller. Les démocrates ont dû se faire beaucoup d'illusions à partir en ayant lu le livre
de Monsieur Garrett McGrath parce que ça donnait une dimension du personnage. Et puis nous avons vu, tout le monde est très été déçu de voir un monsieur de c'est quoi 76 ans, mais en réalité très diminué voilà, la présentation qu'il a fait devant une commission. Un monsieur qui avait résisté beaucoup au fait de se trouver dans cette situation-là. On croyait que c'était par discrétion, parce que par sens de l'État, etc. Mais on a vu que c'était essentiellement c'est un monsieur qui cherche les mots. C'est un monsieur qui doit demander à ses conseillers autour de lui qu'est-ce qu'on lui a demandé exactement, est-ce qu'il faudrait répondre. Donc voilà, ça c'est les aléas de l'histoire. On comptait sur Muller encore en chef de bataillon de Marines. Souvent ces soldats sur le champ d'honneur. Je ne me moque pas des gens qui ont fait ça, c'est formidable. Mais c'est pas ça qu'on a vu devant soi. C'est un autre type de personnage. Quand je dis ça, bon, à propos des militaires, je suis contre la guerre, je suis contre l'armée aussi, je suis contre les guerres injustes faites par différents pays à différents moments, mais le courage personnel, voilà, ça c'est quelque chose qu'il faudra toujours reconnaître. Je termine d'ailleurs un papier là-dessus qui paraîtra dans la revue Quinzaine, mais j'en parle pas maintenant. Alors, autre chose. Alors, quand M. Trump apparaît, qui va être le candidat du Parti républicain, que font les psychiatres, les psychiatres américains, les psychanalystes? Ils se réunissent et ils font un livre en disant ce type est complètement timbré, il faut certainement pas le nommer président, etc. Ça marchera pas. Curieusement, dans ce livre, ça je vous l'ai dit à l'époque, il y a un article par Monsieur Tony Schwartz, Monsieur Tony Schwartz. Le meilleur article là-dedans, c'est un article de Monsieur Tony Schwartz, qui n'est pas psychologue, qui n'est pas psychiatre, et qui dit la chose suivante. Il est le co-auteur du plus fameux livre de Monsieur Trump, qui s'appelle The Art of the Deal. Voilà l'art de conclure une affaire. En réalité, bon, c'est Monsieur Tony Schwartz qui est l'auteur du livre. Il a fait ça à partir d'interviews de Monsieur Trump dont il dit qu'il n'a rien pu tirer parce que Monsieur Trump était déjà dans son habitude de rambling, c'est-à-dire de radoter, de dire n'importe quoi. Il l'a fait à partir d'articles qui ont paru, de témoignages par d'autres, etc. Et qu'est-ce dit Monsieur Tony Schwartz dans ce livre de psychiatre et de psychologue? Il dit il n'est pas fou, c'est une crapule. Voilà. Et c'est l'article le plus convaincant. Il est pas malade, il est taré. Voilà, si vous voyez la différence. Ceci dit, bon, des articles excellents. Je suis reparti d'un des articles de ce livre, moi, pour retourner chez Erich Fromm sur la catégorie de ce qu'on appelle en français maintenant pervers narcissique. Oui, il y a des choses à dire sur le personnage de Monsieur Trump. Ma prévision que le suicide n'était pas une issue complètement à exclure dans le cas de Monsieur Trump comme conclusion de l'affaire, elle vient d'une réflexion à partir des choses que j'ai pu lire là et le retour à Erich Fromm, ce livre ces livres des années 60 sur cette notion de pervers narcissique qu'il a essentiellement mis au point dans ces années-là. Voilà. Alors, à quoi est-ce que je passe maintenant? Les livres qui sont des livres de reportage, sur le milieu de Monsieur Trump, sur ce qui se passe autour de lui, sur ce qui se passe à la Maison Blanche. Le premier, c'est Fire and Fury. Dont on a dit oui, monsieur Michael Wolff est quelqu'un qui a fait beaucoup d'erreurs dans ses livres précédents. C'est pas vrai, c'est quelqu'un qui a des prix Pulitzer et des choses de cet ordre-là. Je vous rappelle, il s'était mis dans un coin dans la maison. Il avait dit un truc gentil sur Trump un jour où on avait été injuste envers lui. Et Trump lui avait permis d'être à la Maison Blanche et il avait trouvé un coin dans un couloir où il se mettait. Et où il harponnait les gens au passage en disant tiens vous allez voir Trump ou tiens vous revenez de voir Trump, et il avait fait son livre de cette manière-là. Il s'était convaincu que Trump était un type à abattre, et il était convaincu, Michael Wolff, qu'en publiant ce livre qui est sorti il y a déjà pas mal de temps, je crois que c'est début 2018, je vais essayer de retrouver la date.
Oui, c'est ça. En janvier 2018, il était convaincu qu'il allait abattre Trump d'un seul coup avec ce bouquin. Ça n'a pas été le cas. Comme vous savez, Trump est toujours là. Alors, un livre du même genre par Bob Woodward, Fear. Là, c'est Bob, vous savez, Bernstein et Woodward, ce sont les gens qui ont eu la peau essentiellement de Nixon à l'époque du Watergate. Ici, Woodward a essayé de faire un petit peu la même chose, mais il arrivait juste après Michael Wolff. Ce livre ne contient pas autant de choses originales qu'on pourrait imaginer. Ce qu'on trouve dans Fear, on l'avait déjà lu dans pas mal de journaux, vus à la télé, dans des interviews et des choses de cet ordre-là. Dernier livre dans le même style, alors celui-là il vient de paraître, je ne l'ai pas encore ouvert. Pourquoi? Parce que je l'ai reçu avant-hier et que j'en lis un autre dont je vous parlerai plus longuement. Ça c'est donc par cette personne qui avait lancé l'alarme par une tribune libre anonyme dans le New York Times, disant vous inquiétez pas, je suis à la Maison Blanche, je m'arrange pour détourner la politique de Trump. Il y a des tas de gens comme moi qui l'empêchent de faire les pires choses qu'il pourrait imaginer. C'était vrai au moment où il l'avait dit. Après, Trump a retenu la leçon et il a éliminé tous les gens autour de lui. Il n'y a plus personne autour de lui sauf peut-être sa fille et son beau-fils. Trump en a tiré la leçon. Donc ce anonyme vient de publier un livre qui s'appelle donc A Warning, un avertissement, et qui nous donne de l'information sur l'époque, qui dit aussi, maintenant malheureusement, les gens comme moi qui empêchions Trump de faire les pires choses, ils ne sont plus là. Donc ça c'est l'avertissement. Qui est cet auteur? Je vous ai déjà dit, le Washington Post a produit une liste de 26 personnes qui étaient des suspects, etc. J'ai dit, écoutez, non, rigolons pas, c'est monsieur Rod Rosenstein, l'ancien numéro 2 du ministère de la Justice. Pourquoi est-ce que je disais ça? Parce que il avait dit des choses pratiquement identiques quelque temps auparavant, 6 semaines, si je m'en souvenir, auparavant, à une réunion, une sorte de colloque sur la sécurité. Bien entendu, pour voir qu'il avait dit la même chose, il fallait regarder ce colloque sur la sécurité, ce qui était mon cas. Il faut relier les pointillés. Pourquoi est-ce que personne ne sait qui c'est aux États-Unis? Je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui savent comme moi et qui décident que qui ont déterminé que pour des raisons politiques, il valait mieux pas dire qui c'était. Alors, on continue parce qu'il y a pas mal. Alors maintenant, je regarde ce que j'ai là. Maintenant, les autobiographies de gens qui disent connaître bien Trump et de faire des déclarations à ce sujet-là. Alors, dans ce genre-là, pas mal du tout, ça se lit, ça c'est vraiment très très bien. Unhinged, ça veut dire, péter les plombs, par Madame Omarosa Manigault Newman, qui est cette personne qu'on voit d'ailleurs là sur la couverture avec Monsieur Trump. Je crois qu'il y a des très beaux portraits d'elle à l'intérieur du livre. Non, j'ai dû voir ça ailleurs. C'est une personne c'est une personne qui a travaillé avec Trump dans ces shows de télé-réalité, qui était la méchante, la mauvaise, systématique. C'est une femme qui a un excellent talent d'acteur. Et elle était, à une époque, dans l'entourage de Trump, elle était la seule personne d'origine africaine, afro-américaine, et elle était un petit peu un otage à ce titre-là. Voilà, Trump l'a paradé en disant « je suis pas raciste, je suis pas raciste ». Et on a fini par la virer à la suite de ce qu'on a appelé une indiscrétion, et elle a écrit ce livre pour dire Monsieur Trump, c'est le pire des racistes que j'ai jamais connu. Voilà. Et je vous dis ça se lit très bien si vous avez envie de lire un truc sur Trump qui se lit très facilement. Lisez ça, ça n'a pas dû être elle exactement qui a dû l'écrire, ça a dû être des entretiens puis rédigés par quelqu'un dans la firme, ça n'a pas aucune importance, je trouve pas ça, c'est pas important, qui l'a aidé à écrire ça. Alors dans le même style, bien entendu, et il y a un peu de rose là sur la couverture, c'est
Full disclosure par Stormy Daniels. Stormy Daniels, c'est son nom d'actrice du cinéma porno. J'oublie son nom exact. Enfin, vous le retrouverez facilement dans mes différentes publications. Ça, c'est donc la personne qui fait que Monsieur Trump est quelqu'un qui a derrière lui, entre autres, des délits sur le financement de ses campagnes, puisque on a payé des sommes considérables à cette dame. Et il y a une autre, Karen McDougal, une ancienne centerfold, comment on appelle ça, une ancienne dépliant dans le magazine Playboy. Si ça se trouve, évidemment, un mot comme ça n'a jamais été traduit. On dit peut-être même en français centerfold, j'en sais rien. Une belle histoire, quelqu'un qui naît dans la misère, qui le cache pas, qui explique qu'elle a pu faire un tout petit peu plus d'argent en faisant du striptease et que du coup, elle a eu une carrière où elle a pas mal gagné sa vie. Elle raconte aussi, bien sûr, l'incident où quelqu'un l'aborde dans un parking en disant si vous continuez à bavarder comme vous le faites, il arrivera quelque chose à votre petite fille là à côté de vous. Elle convaincue, bien entendu, qu'il s'agit de quelqu'un envoyé par Monsieur Donald Trump. Elle raconte avec beaucoup de détails, leur galipette. Honnêtement, c'est une partie du livre que j'ai pas lu, mais voilà, très intéressant. Et puis ma pile commence déjà à s'effondrer. Alors, dans le genre autobiographique, deux autobiographies, mais pas par des gens d'un type différent. James Comey, viré de la tête du FBI par Monsieur Trump. Quand Monsieur Trump lui propose d'être loyal, d'être, je vous serai reconnaissant, etc., emploie le vocabulaire que Comey décrit comme celui des gangsters auxquels il a eu affaire en étant un procureur autrefois. Monsieur Comey dit, il a dit à la presse aussitôt, ce monsieur parle comme un gangster et se conduit comme un gangster. Et du coup, il n'a pas fait une très longue carrière supplémentaire au FBI. C'est une des bêtes noires de l'extrême droite. C'est un monsieur qui est apolitique, comme on dit, c'est vraiment un serviteur de l'État. On reparlera de lui quand on fera la liste des héros qui nous auront sauvés de Trump. Il y aura le nom de monsieur Rosenstein, il y aura le nom de monsieur James Comey. Alors, la personne qui l'a suivi au FBI et qui a subi le même sort, Monsieur Andrew McCabe, aussi une des bêtes noires de l'extrême droite. Comey, McCabe, c'est ce que dans le discours de l'extrême droite, c'est ce qu'on appelle bien entendu le deep state. Voilà, le deep state, qu'est-ce que c'est? Je vous l'ai dit, c'est l'appareil d'État, c'est l'administration, c'est le gouvernement, c'est ce qui fait qu'un État fonctionne. Heureusement que ça existe. Enfin, on est pour, on est contre le système même de l'État, mais si un État doit fonctionner, il faut qu'il y ait des fonctionnaires comme ceux qu'on voit maintenant devant la commission pour l'impeachment, des ambassadeurs qui font leur boulot de défendre l'intérêt général et pas simplement dans des combines avec la mafia locale pour essayer de faire passer leur patron ou pour obtenir un deal juteux sur le côté, etc. Des gens remarquables, McCabe, James Comey, et il y en a encore d'autres. Alors, on passe à autre chose, on passe aux affaires de Monsieur Trump. Alors là, il y a eu pas mal déjà de livres sur les rapports de Monsieur Trump avec la Russie. Le premier livre par Michael Isikoff et David Korn, ça s'appelle Russian Roulette, la roulette russe. The Inside Story of Putin's War on America and the Election of Donald Trump. L'histoire vue de l'intérieur de la guerre de Monsieur Poutine contre les États-Unis et l'élection de Donald Trump. C'est pas mal fait, mais c'est surtout de type journalistique. C'est des informations que ces auteurs-là, à mon avis, ont trouvé essentiellement dans des articles écrits par d'autres. C'est pas mal fait, mais ça va pas énormément en profondeur. Ce qui va beaucoup plus en profondeur, c'est un autre livre sur le même sujet. Alors,
House of Trump, House of Putin. La maison de Trump, c'est la maison de Poutine, avec un sous-titre. L'histoire qu'on ne vous a pas encore racontée de Donald Trump, de ses rapports avec la mafia russe. Alors ça, c'est un livre consacré essentiellement à tous les rapports entre Trump et la mafia russe. C'est fait par Monsieur Craig Unger, qui avait déjà fait un autre livre, c'est indiqué en dessous, sur les relations entre les présidences Bush et la maison royale de l'Arabie Saoudite. C'est un chercheur, voilà. C'est du journalisme d'investigation, comme on dit. Il y a beaucoup de choses. Et en particulier, il a été la seule personne, enfin la première personne, à dire que si Trump est compromis par la Russie, ce n'est pas nécessairement à la suite des voyages qu'il a fait en Russie, mais c'est peut-être par rapport à des voyages beaucoup plus anciens dans les années 80 qu'il avait fait dans l'ancienne Tchécoslovaquie, où son épouse, ou le père de son épouse de l'époque, j'oublie son prénom, c'est pas Mélania, c'est la personne précédente, où le père de son épouse à l'époque travaillait en fait pour les services secrets de la Tchécoslovaquie communiste de l'époque. Et il est vrai, et ça c'est Unger qui le raconte, qu'au moment où Trump revient d'un de ses voyages en Tchécoslovaquie encore communiste, il achète pour $100,000 une page de publicité dans les plus grands journaux américains, Boston Globe, Washington Post, je crois le Los Angeles Times, ou bien le San Francisco Chronicle et le Washington Post, pour faire un article qui paraît être rédigé pas par lui, et qui est une attaque contre l'OTAN telle qu'on la trouve dans la Pravda à l'époque, c'est-à-dire un texte qui semble avoir été écrit par des officiels dans le monde communiste soviétique. Voilà, excellent livre. Alors, sur les rapports entre Monsieur Trump et la Russie, bien entendu, ça vous en avez entendu parler, un rapport Mueller, 400 et des pages, énormément de choses, bien entendu, sur les rapports entre Monsieur Trump et son équipe, Monsieur Paul Manafort, Roger Stone et compagnie, leur lien avec la Russie et la manière dont la campagne électorale de Trump est coordonnée avec des Russes, pas de manière à être vraiment pris la main dans le sac par des intermédiaires, par des messages qui viennent par de la désinformation, comme on a vu récemment avec M. Roger Stone, etc. Il y a beaucoup de choses dans le rapport Mueller. Je vous ai parlé de Mueller tout à l'heure à M. Diminué. Le rapport a été essentiellement torpillé par M. William Barr, qui fait partie du gang de Trump, ministre de la Justice, et qui s'est arrangé à dire, pour commencer, il n'y a rien dans ce rapport circulé, il n'y a rien à voir. Et un mois plus tard seulement, les gens ont pu voir le rapport. Le rapport, effectivement, n'a pas de smoking gun, comme on dit. Il n'y a pas de pistolet, il n'y a pas de revolver encore fumant. Mais il y a énormément de choses, et il y a des tas de choses encore qui sont apparues dans la presse et qui ne sont pas dans le rapport de Mueller. Alors, le livre que je suis en train de lire en ce moment, c'est un livre qui a été publié cette année, Crime in Progress, The Secret History of the Trump-Russia Investigation. C'est écrit par les gens, messieurs Glenn Simpson et Peter Fritsch, qui sont à la tête de la compagnie qui s'appelle Fusion. C'est la compagnie qui avait obtenu le fameux rapport Steele. Alors, le rapport Steele, je vous rappelle en deux mots ce que c'est. Monsieur Christopher Steele est un ancien espion, il faisait partie de MI6 en Grande-Bretagne. C'est quelqu'un qui travaille maintenant pour le privé et qui avait rassemblé l'information qu'il avait pu trouver à la demande du parti démocrate pendant la campagne électorale, des informations qu'il avait pu trouver sur Monsieur Trump, et en particulier les informations sur le fait qu'il aurait été compromis lors
d'un voyage en Russie et qu'on le ferait chanter de manière explicite ou implicite. Ce rapport Steele, c'est vraiment la bête noire des républicains qui défendent Trump. Ils savent qu'un jour ou l'autre, ça le fera tomber. Ils répètent à tout moment que le rapport Steele était un canular, que c'était la preuve que les accusations envers Trump sont injustes. Je vous répète, moi, que dans le rapport Steele, la seule chose qui n'a pas encore, parce qu'il y a pas mal de pages, j'ai bon souvenir, c'est 35 pages, la seule chose qui n'a pas encore été confirmée, c'est effectivement la compromission de Trump à l'occasion d'un de ses voyages en Russie. Tout le reste a été prouvé. Mais c'est là, voilà, c'est le cauchemar. Le rapport Steele est toujours le cauchemar des républicains. Monsieur Devin Nunes, qui représente les républicains dans le premier comité sur l'impeachment, celui qui était dirigé par M. Adam Schiff, à chaque fois que le comité se réunissait, il commençait par une longue dithyrambe où il disait « Et la preuve que tout ceci est une mise en scène, que c'est un witch hunt, que c'est une chasse aux sorcières, c'est ce rapport Steele qui a été démenti, etc. » Ce rapport Steele n'a pas encore été démenti. À mon avis, la dernière partie apparaîtra un jour ou l'autre. L'histoire, malheureusement, là aussi c'est un livre que j'ai reçu avant-hier, je suis encore qu'à la page 25 ou un truc comme ça. Je vous en dirai plus. Je sais déjà pas mal de choses qui sont écrites là-dedans. Mais là, c'est un rapport de l'intérieur par les gens qui dirigeaient cette firme qui a obtenu le rapport, le rapport de Christopher Steele, qui circule sous le nom de dossier Steele, de Steele Dossier. Alors, on arrive à la fin. Ça aussi, c'est un truc que je suis en train de lire. J'ai déjà pas mal lu, j'ai dû lire la moitié. C'est un livre par un des grands juristes américains sur le processus de l'impeachment, historiquement, comment ça se passe, quels sont les gens qui ont été impliqués dans la rédaction de la Constitution et les articles en particulier sur l'impeachment, quels sont les gens qui ont subi l'impeachment, Monsieur Andrew Johnson, Monsieur Richard Nixon et Monsieur Bill Clinton avant Monsieur Donald Trump. C'est assez technique, mais il y a pas mal de choses. Et surtout, il y a une réflexion de type politique sur le fait que l'impeachment, ce n'est jamais un processus, bien entendu, qui soit purement administratif. Il y a des gens, des partisans des deux côtés. Et comment est-ce que ça se passe? Comment ça se passe quand il y a une procédure d'impeachment qui est lancée? Alors, j'ai déjà une belle pile là. Qu'est-ce qu'il y a? Déjà, il doit y en avoir une quinzaine. Et là, je termine par deux choses. Qui ne sont pas directement des livres sur Trump. Mais là, voilà, Dying of Whiteness, j'en ai parlé pas mal déjà de ce livre. Mourir de blanchitude, mourir du fait d'être blanc, avec le sous-titre qui est surtout très révélateur, comment la politique du ressentiment racial tue le cœur de l'Amérique profonde, par M. Jonathan Metzl. C'est un politologue. Je crois qu'il est médecin aussi de formation et ce qui l'a conduit à écrire le livre, c'est le fait de voir qu'il était atterré par la manière dont raisonnent les personnes qui sont l'électorat de M. Trump, qui sont essentiellement des gens qui habitent à la campagne. Voilà, dans la photo vous montre, je vous remonte la photo de couverture. C'est une maison, voilà, avec des barricadée, c'est une maison abandonnée. Ça se passe, voilà, c'est au cœur du Montana, du Nebraska, voilà, des plaines centrales, l'Arkansas, etc. Des gens qui ont des tout petits boulots, des gens souvent qui sont blancs, qui n'ont pas fini l'école, qui n'ont pas terminé le high school, qui n'ont pas terminé l'enseignement secondaire. Qui ne se convertissent pas au numérique, ce sont voilà, les laissés pour compte qui s'identifient totalement à ce président qui va les sauver et qui en tout cas répète ce message. Vous êtes peut-être dans la merde, mais n'oubliez pas que vous êtes entouré d'Amérindiens qui soient venus du Mexique ou qui habitaient déjà là avant que vous arriviez, et de Noirs qui eux sont des gens absolument inférieurs. Donc gardez un peu de dignité, vous êtes entouré par des gens qui sont encore bien pires que vous. C'est pas dit comme ça, mais voilà, c'est le discours du suprémacisme blanc qui permet à
à des gens qui sont dans une misère morale et économique de survivre psychologiquement en se disant qu'il y a encore des gens autour d'eux qui, eux, sont des gens inférieurs et qu'ils peuvent regarder avec mépris. Excellent livre. C'est pas un livre sur Trump, c'est un livre sur les électeurs de Trump. Et là, je termine par un livre beaucoup plus ancien. C'est un livre de l'an 2000. Ça n'a rien à voir avec Trump. Ça a été écrit en 2000. Moi, je l'ai lu à l'époque, oui, ou dans les années qui ont suivi. Je l'ai utilisé, vous le verrez cité dans mon livre où j'annonce la crise des subprimes. Et parmi les auteurs de ce livre, vous avez, je vous le montre bien pour que vous puissiez le voir, les auteurs. Alors, j'ai du mal à les lire à l'envers. C'est un livre qui s'appelle... Très bon livre, hein. La classe moyenne fragile, et depuis 2000, elle n'a pas arrêté de se fragiliser. Les Americans in Debt, les Américains qui ont des dettes. C'est une histoire du crédit aux États-Unis. C'est pas historique, il y a un très très bon livre historique. Je l'ai pas là à côté de moi. Je vous le montre parce que l'un des auteurs, c'est donc premier auteur, Madame Teresa Sullivan. Troisième auteur, Monsieur J. Lawrence Westbrook, et deuxième auteur, et c'est un des livres qui a fait sa réputation, Madame Elizabeth Warren, qui est en campagne pour essayer de devenir présidente des États-Unis, d'abord de devenir la candidate, essayer de devenir la candidate du Parti démocrate. Elle a beaucoup de difficultés parce qu'elle est considérée comme d'extrême gauche. Et dire aux États-Unis, on dit plus communiste parce qu'on sait que ça n'existe plus, mais on dit socialiste, socialiste, et ça revient à la même chose. Elle est conseillée par des gens qui, en particulier par Monsieur Zuckman, qui a été un collaborateur de Monsieur Thomas Piketty. Tout ça, c'est un monde de gens qui se connaissent, que je connais aussi, et ainsi de suite. Ça, c'est Elizabeth Warren, vous savez, ça c'est le type de candidat qui serait le mien aux États-Unis si je pouvais voter là-bas. Voilà, j'ai fait un tour. Ça n'a pas dû être court, mon truc, mais j'ai pas compté le nombre de livres, mais il y en a entre 15 et 20, et je voulais vous les présenter. Il y a énormément d'informations dans ces livres. Je vous ai dit un tout petit mot sur chacun d'entre eux. Voilà, en espérant que ça vous encouragera à en lire certains, en tout cas. Voilà, à bientôt.